entre l'Iran, les États-Unis et les pays arabes pour éviter un conflit régional étendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi et la diplomatie égyptienne privilégient le dialogue, la sécurité maritime et la stabilité. Le Caire intensifie ses contacts diplomatiques pour apaiser les tensions, notamment après le renforcement militaire américain dans le Golfe. Et pour vous expliquer plus le rôle de l'Égypte comme médiateur, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment vous voyez le rôle de médiation joué par l'Égypte dans cette crise? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'Égypte a historiquement toujours joué un rôle central dans les médiations pour maintenir les équilibres nécessaires au Moyen-Orient. Alors aujourd'hui encore, et face aux tensions croissantes entre l'Iran d'un côté, Israël et les États-Unis de l'autre côté, l'Égypte cherche avant tout à empêcher que la région ne bascule pas dans une confrontation généralisée qui peut envelopper tous les pays du Moyen-Orient. Et c'est à cause de cela que sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, la diplomatie égyptienne privilégiée, disons, de trois principes fondamentaux, essaye de son mieux d'arriver à apaiser la situation, ou comme vous l'avez décrit vous-même, désamorcer la situation très tendue au Moyen-Orient et la guerre qui est en train de se faire. Alors, premièrement, c'est arriver à une désescalade des tensions courantes. D'autre côté, la préservation de la souveraineté des États. Et troisièmement, c'est de maintenir une stabilité générale dans la région. Je pense que ce sont les trois piliers des efforts égyptiens et ce but-là. Certainement, l'Égypte est dotée de plusieurs privilèges qui lui permettent de jouer un rôle pareil, différent de tous les autres pays. On peut parler de ça avec votre prochaine question. Alors, comment peut-on définir la valeur ajoutée de la médiation égyptienne par rapport aux efforts déjà menés par Oman ou le Qatar? Alors effectivement, l'Égypte dispose de plusieurs avantages qui sont uniques à notre pays. Alors on a des canaux de communication ouverts avec tous les partis. On ne peut pas nier que les relations que l'Égypte a toujours maintenues avec les États-Unis et même avec Israël depuis la signature du traité de paix entre les deux pays, on entretient des relations vraiment stratégiques, solides, avec tous les joueurs et même avec Téhéran et aussi les acteurs arabes. N'oublions pas que les pays du Golfe sont aussi concernés par cela et c'est pour ça qu'il y a même des initiatives communes avec le Oman ou avec la Turquie. Alors il faut parler de l'expérience diplomatique de l'Égypte dans la gestion d'une manière générale des crises régionales. Elle est très importante. On a joué des rôles déterminants dans plusieurs médiations au Moyen-Orient. N'oublions pas la dernière conférence qu'on avait eue à Sharm el-Sheikh, où le président Donald Trump avait annoncé son initiative de paix, et c'était toujours d'une manière ou d'une autre organisé avec l'Égypte, et que l'Égypte, en tant que joueur principal de toutes les médiations qui prennent place au Moyen-Orient, a été le pays hôte de cet événement. Alors, on jouit d'une légitimité historique dans la diplomatie régionale, et je pense que c'est le point le plus important à préciser ici, que le rôle de l'Égypte et la médiation égyptienne ne se limite pas à transmettre des messages entre les parties, parce qu'elle consiste aussi à créer des cadres politiques et diplomatiques qui permettent d'éviter les escalades militaires et les aventures qui ne servent qu'à mettre
toute la région empirique. Oui. L'Égypte insiste aussi sur le respect de la souveraineté des États voisins. Le président Sisi a récemment déclaré qu'il est très inquiet pour la Syrie, le Liban et l'Irak. Ce sont trois pays déjà fragilisés par des guerres et des conflits internes. Comment la médiation égyptienne compte-t-elle limiter l'influence des acteurs non étatiques dans ce conflit? Alors, je pense que le point le plus important à préciser ici, c'est que la souveraineté de l'État et comme vous avez cité les acteurs non étatiques, pour l'Égypte, la stabilité régionale repose toujours sur ce que vous venez de préciser, le respect de la souveraineté des États. Le Caire insiste systématiquement sur la nécessité de préserver l'intégrité territoriale des pays. Parce qu'on a vu qu'il y a déjà des divisions pour certains pays clés au Moyen-Orient. On parle de la Syrie, le Liban et l'Irak. Alors, la confédération d'acteurs armés non étatiques complique considérablement la gestion de crises dans la région. C'est pourquoi que la diplomatie égyptienne soutient une approche très fondamentale en ce qui concerne ce dossier précisément, parce que sans garantir la stabilité à long terme à ces pays-là, alors on aura toujours des questions de déséquilibre et de tourmenter ces pays-là qui ne vont jamais s'arrêter avant de gagner toute leur intégrité. Alors, on doit essayer à tout prix de limiter l'influence des acteurs non étatiques par le renforcement des États mêmes et des institutions nationales légitimes, ainsi que par essayer de trouver des solutions politiques inclusives de toutes les forces qui jouent un rôle, que ça soit accepté ou non accepté, de sorte qu'on peut arriver à un compromis. Oui. Si on parle du dossier nucléaire, dans quelle mesure la reprise des discussions sur le nucléaire à Genève va-t-elle influencer les chances de désescalade militaire? Alors ça, c'est un point très important et je pense que c'est le point clé de tout ce qu'on a parlé. L'Iran, n'oublions pas cela, c'est un point très important, est un pays signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ce qui signifie que l'Iran accepte d'une manière officielle les inspections de l'agence de l'énergie atomique. Est-ce que vous pensez qu'elle va accepter après ces agressions? Alors ça, c'est un point qui est lié directement à sa présence dans le traité. Si elle va évoquer sa signature, alors là, on va rentrer dans un autre dilemme, qui est exactement le dilemme avec lequel on souffre avec Israël, étant donné qu'Israël est le seul pays du Moyen-Orient qui a refusé à signer le traité et qui n'accepte pas l'inspection. Et c'est d'ici que vient le déséquilibre de la situation au Moyen-Orient. Je pense que malgré les paroles toujours prononcées par les autorités iraniennes, qu'elles ne cherchent pas à se procurer une arme nucléaire, mais je pense que la présence d'armes nucléaires dans la région, dans les mains d'Israël, crée toujours un déséquilibre dont les pays cherchent à essayer d'équilibrer. Et d'ici vient la question la plus importante. Israël ne fait pas partie du traité de non-prolifération et ne se soumet pas à ces installations nucléaires ou même les systèmes d'inspection. C'est pour ça que l'Égypte a créé ou a demandé à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. C'est une initiative égyptienne qui n'a jamais trouvé des oreilles attentives en Israël. Et je pense que même si l'Iran sera inspecté régulièrement par les inspecteurs de l'agence de l'énergie atomique, mais toujours le déséquilibre en permettant à Israël d'être le seul pays dans la région à avoir, selon plusieurs rapports presque
définitive qu'elle possède entre 80 et 200 têtes nucléaires, et cela crée toujours un système de déséquilibre et d'imbalance dans la situation au Moyen-Orient. Oui. Et d'après vous, Votre Excellence, comment la transition vers Mojtaba Khamenei influence-t-elle la détermination de Téhéran à poursuivre les combats malgré les pertes massives? Alors, je trouve que l'élection ou le choix de Mojtaba Khamenei donne un message clair au pays, que ce soit de la région ou même aux États-Unis et tous les autres superpuissances qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans cette guerre au Moyen-Orient. Alors, ce message consiste que on va résister les attaques menées par les États-Unis et Israël. On va continuer dans notre politique externe telle qu'elle est, et que nous, et il y a un point ici très important, que les spéculations israélo-américaines de tuer le guide suprême de la révolution, ou le guide suprême de Téhéran, Ali Khamenei, au début de cette guerre, et qu'ils pensaient que cela va déclencher une série de réactions qui vont déséquilibrer le pouvoir et la puissance de l'État, mais au contraire, le peuple iranien s'est tenu autour de son leadership parce qu'il sent que son pays est menacé par des forces extérieures. Et ça, c'est un point que les États-Unis et Israël n'ont pas calculé à ce point. Ils pensaient que, comme ce qui s'est passé en Syrie, ce scénario peut être répété en Iran, mais c'était le contraire. L'Iran, à la fin du compte, c'est un pays assez solide, et c'est un pays qui a une histoire forte et qui ne peut pas être traité de cette manière. Et c'est pour ça que la guerre, au début, selon le président Trump, va prendre entre 4 jours et une semaine, et maintenant on a beaucoup plus de temps, et même on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va terminer avec cette guerre, parce que les ripostes iraniennes d'un côté et la résistance solide iranienne jusqu'à maintenant, malgré les dégâts considérables par les forces attaquantes, mais malgré tout cela, l'Iran est toujours debout et essaye de se défendre contre ces Alors, agressions. espérons pour le mieux. Je vous remercie infiniment, l'ambassadeur Medhat El-Mellighi. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. On va voir ensemble maintenant le magazine du tourisme.